Bien, bonjour donc à tout le monde. Je suis ravi de participer à ce webinaire à l'invitation de l'AFF. Donc aujourd'hui, on va échanger autour des questions de ressources humaines dans ce contexte de Covid-19. Donc à la fois l'impact sur les ressources humaines et puis les mesures RH que l'on peut prendre dans cette situation. Ce que je vais partager avec vous repose à la fois sur ce que l'on a mis en place à la Saline Royale d'Arc-et-Senans, là où je travaille, et à la fois, je m'inspire également d'initiatives et de bonnes pratiques qui ont été lancées chez des DRH, membres de l'Association nationale des DRH. Ma présentation se fera en plusieurs parties, donc je vais vous dire quelques mots sur mon parcours, bien sûr, et ensuite, donc cinq éléments. D'abord, les risques psychosociaux qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer dans cette période de confinement. Et puis, cette question du prendre soin, qui est essentielle, qui est, je crois, est première dans ce contexte, pour ensuite évoquer les situations de télétravail, alors, en particulier vous-même qui peut-être télétravaillez, et la question corollaire, du coup, le management de vos collaborateurs à distance. Et enfin, je terminerai sur le dispositif de chômage partiel, qui est un dispositif dont les questions techniques vous intéressent plus particulièrement. Alors, quelques mots sur mon expérience. Bon, d'abord, je travaille à la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Donc, c'est un monument UNESCO qui accueille à peu près 120 000 visiteurs par an et qui réunit des activités très différentes, qui est inscrit sur cette liste du patrimoine mondial depuis 1982. C'est la première architecture industrielle à être distinguée au niveau international par l'UNESCO, et c'est également un des membres fondateurs d'un réseau national qui s'appelle l'Association des centres culturels de rencontres. Donc, moi-même, je suis directeur général adjoint de la Saline Royale. C'est un établissement qui propose à la fois des musées, des concerts, des expositions, un grand festival des jardins que d'ailleurs on est en train de préparer en ce moment, beaucoup de projets européens, mais qui exploite également un hôtel 3 étoiles dans les murs du monument, un restaurant, un centre de congrès, une librairie et boutique. À côté de cela, je suis donc président du groupe régional de la NDRH, donc en Franche-Comté. Et par ailleurs, j'ai été auparavant administrateur général de la Gaîté Lyrique à Paris et directeur administrateur de plusieurs associations culturelles. Quelques mots sur la NDRH. Donc, c'est un réseau national qui fédère 5000 membres répartis sur tout le territoire français. De la même façon que l'AFF, c'est une association nationale qui est organisée vraiment à l'échelle du territoire en groupes locaux qui sont très dynamiques. Donc 80 groupes locaux au total qui concernent tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprise. Nos missions principales, c'est de contribuer à la performance à la fois sociale et économique des organisations et puis à participer au débat public, car c'est effectivement le réseau de professionnels dans les ressources humaines le plus nombreux, le plus ancien et le plus important dans le débat public sur les ressources humaines. Alors d'abord, donc, les risques psychosociaux, j'en parlais tout à l'heure, ce sont vraiment des risques à ne pas sous-estimer. C'est même un des enjeux cruciaux de cette période. Les RPS, donc risques psychosociaux, s'accroissent très fortement en période de confinement, à la fois parce que les salariés se sont isolés, ils ont moins de liens sociaux, mais surtout ils ont des incertitudes. Ils ont des craintes vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de leur propre emploi, et parfois aussi des peurs qui sont liées au contexte sanitaire lui-même assez anxiogène. Donc, les salariés, pour la grande majorité, n'ont pas été préparés à travailler à distance et les managers non plus. Ça, c'est un point crucial. Les managers, si parfois eux-mêmes travaillent à distance, mais ils ne sont pas bien outillés, pas bien habitués à encadrer des personnes qui elles-mêmes se mettent du jour au lendemain à travailler à distance. Donc, c'est une rupture dans nos habitudes de travail. Donc, il faut que l'entreprise s'adapte à la fois à court terme et véritablement sérieusement. Alors, je vous montre ici un schéma qui est assez connu, qui présente les 12 facteurs de risques psychosociaux traditionnels, on va dire, qui sont répartis en 3 familles de risques. Les risques organisationnels, les risques relationnels et puis les facteurs de risque individuels. Alors, évidemment, quand on parle de risques psychosociaux, souvent on pense à une charge de travail très importante qui nous fait stresser, etc. Les risques psychosociaux, ce n'est pas seulement la charge de travail, vous voyez, c'est beaucoup plus diversifié. Les questions principales, en fait, tournent en général autour des questions de reconnaissance professionnelle
qui, en l'absence ou si la reconnaissance est insuffisante, eh bien, cette même absence ou ce manque génère en soi-même des risques psychosociaux qu'il faut véritablement prendre en compte, puisque vous le savez peut-être, mais c'est bien l'employeur qui est en responsabilité sur les questions de santé, de sécurité, à la fois physique et psychique de ses salariés. Et cette obligation d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés, c'est une obligation de résultat et pas seulement une obligation de moyens. Alors, vous le voyez sur ce schéma, la question du climat social que vous retrouvez parmi les 12 facteurs de risque psychosociaux, c'est-à-dire l'ambiance de travail, le climat social au sein de l'entreprise ou de l'association, c'est une question centrale, d'autant plus qu'elle recouvre les 3 grandes familles de risques psychosociaux. En général, la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle est très régulièrement également au centre des problèmes de risques psychosociaux au sein des entreprises. Alors, dans le contexte qui nous concerne aujourd'hui, les situations des salariés peuvent être très, très variables d'une personne à l'autre. Donc, tout d'abord, la plupart des salariés ne maîtrisent pas forcément les outils numériques. Ils ne disposent pas forcément du matériel informatique adéquat et parfois, et même très souvent, pas d'un vrai lieu de travail adapté chez eux s'ils sont en télétravail. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en général, les salariés qui sont les plus âgés ou les plus juniors ou ceux qui viennent de rejoindre l'entreprise sont les plus exposés à ces risques psychosociaux, même si on constate par ailleurs que ce sont les personnes qui vivent seules ou qui, à l'inverse, vivent dans des familles nombreuses avec des enfants très jeunes qui supportent le moins bien sur le long terme cette situation de télétravail. Vous avez d'un côté les salariés qui vont se sentir inutiles parce que sous-exploités, parce que peut-être ils sont en sous-activité si leur entreprise ne peut pas leur procurer énormément d'activités pendant cette période. Mais à l'inverse, on peut avoir également des salariés qui seront en suractivité, qui vont avoir énormément de paramètres à gérer pendant cette période de confinement et qui vont éventuellement culpabiliser de ne pas pouvoir travailler aussi bien, aussi vite que d'habitude, notamment s'ils doivent s'occuper en parallèle de leur activité professionnelle d'enfants jeunes qui sont à la maison et dont ils doivent s'occuper. Et bien sûr, on rajoute à ça, je le disais tout à l'heure, ce contexte assez anxiogène de cette épidémie, de cette pandémie. Et donc, certains viennent travailler malgré tout sur site dans leurs entreprises, même si les mesures sanitaires ont été prises par les employeurs, parfois ils viennent avec véritablement la peur au ventre. Donc, ces risques psychosociaux, ce n'est pas du tout anecdotique, hein, c'est le point de départ des mesures RH que chacun doit prendre, même sans être des RH. Eh bien, on a très souvent une équipe à encadrer, eh bien, on est en première ligne et vous êtes attendu par vos équipes quant à la manière dont vous prendrez soin de votre relation avec eux dans ce cadre-là, de leur situation de travail ou parfois de non-travail dans cette période de confinement. Et c'est la meilleure chance peut-être que vous avez, en prenant soin d'eux, de bien préparer la reprise des activités. Alors, pour ce qui concerne prendre soin des salariés, je vais vous proposer 11 conseils pratiques. Le premier, c'est de garder le contact naturellement avec chacun de ces salariés. Prendre connaissance de la santé de chacun, évidemment, de comment se déroule son confinement à la maison, de quelle est sa situation administrative, puisque chacun n'a pas forcément la même situation, et vous-même, si vous n'êtes pas des RH, vous n'avez pas forcément directement l'information facilement sur l'évolution de la situation administrative de chaque salarié. Certains sont en congé, d'autres en chômage partiel, d'autres en télétravail, d'autres en arrêt de travail pour garde d'enfants, etc., etc. Et puis, bien sûr, il y a cette question de conciliation, vie personnelle, vie professionnelle. Le fait de garder contact avec chacune des personnes de vos équipes, c'est la meilleure façon de faire en sorte que chacun se sentira entendu dans les difficultés particulières personnelles qu'il peut rencontrer dans le cadre de ce confinement. Deuxième conseil, deuxième bonne pratique, maintenez la cohésion de l'équipe d'encadrement. Donc, à titre d'exemple, à la Saline Royale, on a choisi de mettre en place une réunion des chefs d'équipe, à distance évidemment, régulièrement. Donc, chez nous, c'est tous les 15 jours, mais dans certaines autres entreprises, ça a lieu toutes les semaines. Et ce groupe, cette équipe d'encadrement, c'est vraiment le noyau du lien avec chacun. Donc, à la fois les réunir, ça nous paraît important, et à la fois, la deuxième chose, bonne pratique, c'est d'inviter chacun des chefs d'équipe à entretenir le contact avec ses propres équipes très régulièrement pendant cette période de confinement.
Troisième conseil, affirmer les valeurs qui guident les choix de l'entreprise. Chez nous, on a retenu 3 valeurs cardinales, l'équité, la transparence et la solidarité. L'équité, c'est une valeur que l'on défend tout au long de l'année, quoi qu'il arrive, mais ça permet de rappeler sur quelle base, quel est le socle de valeurs que vous partagez avec la direction générale de votre entreprise et que vous souhaitez faire partager avec l'ensemble de vos salariés. Donc l'équité de traitement d'abord, bien sûr, la transparence sur les décisions stratégiques qui sont prises. On en reparlera tout à l'heure, mais sur la communication que vous avez avec vos équipes, cette question de les informer donc, des décisions qui sont prises et d'être transparent vis-à-vis de cela, c'est un point tout à fait essentiel pour garder la confiance au sein de l'entreprise, la cohésion de l'équipe et préparer la reprise. Et enfin, bien sûr, la solidarité, puisque c'est sans doute une des premières valeurs à l'échelle nationale et même internationale qui est affirmée par les différentes parties prenantes pendant cette situation de Covid-19. Quatrième bonne pratique, annoncez clairement vos objectifs. Donc, chez nous, en tout cas à la Saline Royale, on a annoncé 4 objectifs très clairs et que l'on remet dans tous les comptes rendus de réunions que l'on peut avoir avec nos équipes ou avec les délégués du personnel. Premier objectif, garantir bien sûr la santé des salariés. Ensuite, préparer la réouverture. Et donc, préparer la réouverture, ça veut dire aussi se donner les meilleures chances de maintenir les emplois sur du long terme, malgré les difficultés économiques qui découlent de cette situation, de cette crise sanitaire. Donc, pour limiter les conséquences économiques, il y a différents outils, notamment le chômage partiel, dont on se parlera tout à l'heure, mais c'est clairement un des objectifs et qui participera à rassurer vos équipes dans le sens où votre préoccupation première, ça peut être de maintenir les emplois. Troisième objectif que l'on s'est choisi à la Saline Royale, préserver au plus haut niveau possible la rémunération des salariés en utilisant les dispositifs proposés par le gouvernement ou les autres dispositifs qui existent de longue date, typiquement proposer aux salariés, s'ils le souhaitent, d'utiliser des jours de congé, qui à court terme, sur le plan financier, seront plus favorables que le chômage partiel, puisque quand on est en congé, on conserve 100% de sa rémunération, alors que quand on est en chômage partiel, on perçoit 84% de sa rémunération nette horaire. Et le dernier objectif, bien sûr, maintenir la communication avec l'ensemble des salariés sur l'ensemble de cette période. Alors, en parlant d'information pour les équipes, cinquième conseil, les tenir informés très régulièrement. Le plus lointain en termes de régularité d'information, je pense que c'est 1 fois par semaine. D'abord, il faut les informer sur l'évolution de la situation de l'entreprise. Ensuite, sur les décisions que prend l'employeur pour surmonter les difficultés liées à la crise. Et puis ensuite, pour faire vivre ce sentiment d'appartenance à une communauté de travail au sein de vos entreprises. Donc ça, c'est un aspect essentiel quand tout le monde se sent isolé. Faire vivre ce sentiment d'appartenance, c'est votre meilleure façon, sans doute, la meilleure chance que vous vous donnez de conserver le collectif de travail sur du long terme. Donc, ça peut passer par différents outils. Donc, nous, on a mis en place, par exemple, une newsletter interne qui ne s'adresse qu'à nos salariés, qui n'existait pas par le passé. Et avec cette crise, on a choisi de la faire vivre 1 fois par semaine et par ailleurs de la faire vivre au-delà de la crise. Donc, on la conservera de manière mensuelle pour les mois qui viennent. 6e pratique que l'on vous conseille, d'évoquer avec vos équipes vos projets communs pour l'avenir. À titre d'exemple, à la Saline Royale, on a un grand projet d'aménagement paysager qui allie à la fois la pédagogie, la biodiversité. Eh bien, on communique très régulièrement sur ces projets-là et on en parle avec nos salariés, même quand ils sont à distance. Et s'ils ne sont pas au travail parce qu'ils sont en chômage partiel, par exemple, eh bien, on les informe sur les avancées du projet. C'est-à-dire, on se projette vers l'avenir, on se donne des raisons de continuer à échanger, à s'accrocher à notre objet commun qu'est le travail à la Saline Royale pour se projeter donc sur les années qui viennent et se donner de l'envie de se retrouver pour travailler et puis de l'envie de réaliser, d'atteindre des objectifs véritablement stimulants sur les années qui viennent. On a 2 autres projets comme 180 degrés augmentés ou Musique Campus, qui sont des projets de tout à fait d'autre nature, mais qui là aussi nous invitent à nous projeter sur plusieurs années, sur l'année 2021, 2022, 2023. Et ça nous permet de redonner du champ, de la perspective à nos équipes, alors même que le quotidien, l'immédiat de la crise sanitaire occupe tous les esprits. La 7e bonne pratique, c'est à nos yeux de proposer à vos équipes de contribuer aux publications sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, ce n'est jamais une obligation,
ce ne sont que des propositions que vous pourriez faire à vos équipes. Chez nous, je dois dire que ça a plutôt vraiment très bien marché. Une fois que l'habitude s'est installée, on a eu vraiment beaucoup de contributions volontaires de la part de nos équipes. Je vous donne ici quelques exemples. On a lancé un challenge photo qui s'appelle #MaSaline-Royale sur les plus belles photos du monument qu'ont pu prendre les salariés, puis qu'on a ouvert également à nos visiteurs en ligne. On a aussi donné une place importante à la publication des visages de l'équipe, notamment les gens qui sont en télétravail, qui sont volontaires pour mettre des visages dans cette période où on ne peut plus se voir, en tout cas on ne peut plus se rencontrer physiquement, et bien donner une place importante à l'humain à travers ces publications. Ça a été un des aspects essentiels, on va dire, de notre communication sur les réseaux sociaux. Et puis par ailleurs, on a mobilisé les compétences métiers des uns et des autres pour que chacun apporte un conseil. Donc, à titre d'exemple, un coup de cœur lecture de la responsable de la librairie, une recette de cuisine de notre chef de cuisine, les astuces du jardinier, etc., etc. Ou alors une playlist sur Spotify de notre équipe de programmation musicale. Huitième pratique que l'on vous propose, proposer un kit de communication à vos salariés pour les inciter à devenir les ambassadeurs ou les relais, on va dire, des informations qui sont proposées par votre équipe de communication actuellement. Ça, c'est la meilleure façon aussi que les gens de vos équipes se sentent fiers de pouvoir communiquer, de mettre en valeur les organisations auxquelles vous appartenez, même pendant cette période de crise sanitaire, et même si au quotidien, ce n'est pas forcément leur métier que de faire de la communication, mais s'ils sont outillés par vos équipes de com, alors ils peuvent se faire les ambassadeurs de votre établissement sur Internet notamment. Et puis par ailleurs, de notre côté, on en a beaucoup profité de cette période de fermeture, parce que l'établissement est fermé au public complètement depuis le 14 mars. Eh bien, on en a profité pour valoriser les métiers de la Saline Royale, donc à la fois en publiant, je vous le disais tout à l'heure, des photos de nos salariés qui sont volontaires, soit qui sont en télétravail, soit qui sont sur place dans nos jardins, par exemple, pour préparer le festival. Mais également, on a eu des sollicitations de la presse pour venir prendre des images d'un monument fermé. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce confinement? Par exemple, là, nous, on prépare le Festival des Jardins, donc on a eu pas mal de relais par les médias nationaux et régionaux sur ce qui se passe à la Saline. Et bien sûr, on en fait la promotion auprès de nos équipes très régulièrement. Ensuite, de manière plus prosaïque et plus simple, j'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais on propose des temps de convivialité à notre équipe, à la fois sous la forme d'apéro visio, tous les 15 jours. On a eu aussi dans les entreprises qui sont adhérentes à la NDRH des ciné-clubs du confinement qui ont été proposés au sein des entreprises et qui permettent à chacun, avec un partage d'écran sur un outil comme Skype ou autre, ou Teams ou Zoom, de regarder ensemble une diffusion, un film, un documentaire, etc. Et puis d'en échanger avec l'équipe. Chacun regarde le film de son côté, puis on se retrouve ensuite pour en échanger. Et puis par ailleurs, on a proposé à nos équipes de contribuer également à des missions d'intérêt général pendant le confinement. Donc, c'est des listes d'actions, des missions qui sont fournies par les préfectures. C'est une occasion de donner du sens au temps qu'on n'arrive pas à donner à son entreprise, mais donc dans le donner à une mission d'intérêt général, se sentir utile, sentir que sa contribution va compter. Ensuite, le troisième chapitre donc, de notre webinaire, les questions du télétravail. C'est effectivement une question essentielle. Je vous propose 16 conseils très pratiques sur les questions de télétravail. La première chose, bien sûr, il faut s'équiper. Donc, communiquer régulièrement avec son équipe pour la rassurer. La question de la réassurance de nos équipes qui sont à distance est souvent essentielle. Le besoin n'est pas du tout le même d'une personne à l'autre, mais enfin, on vous conseille véritablement de garder ce lien. Par exemple, avec des messageries internes qui fonctionnent très bien. Donc Slack, c'est l'application la plus connue de messagerie interne, très, très réactive, beaucoup moins encombrante que des emails. Donc, ça peut être utilisé. On vous conseille aussi d'appeler les gens. J'ai une personne de mon équipe qui d'ailleurs qui est à l'origine de ma contribution à notre séminaire, Julie Deslover, qui est directrice du développement à la Saline Royale et qui est par ailleurs coordinatrice régionale de l'AFF en Bourgogne-Franche-Comté avec 2 autres collègues qui me disaient, mais toutes les personnes avec qui j'échange habituellement par mail, eh bien, pendant ce confinement,
plutôt que de répondre aux emails, je les appelle. Et ça leur fait un plaisir fou. Donc, c'est valable à la fois pour nos équipes en interne et à la fois pour nos partenaires, pour nos clients. Une autre bonne pratique, je vous invite à partager un calendrier de travail avec vos équipes. Google Agenda fait très bien le job sur ce plan-là. Ça permet également d'indiquer je suis disponible, je ne suis pas disponible, je suis en conf call, je suis en webinar. Les personnes de vos équipes ont l'information de ce qui vous occupe sur le plan professionnel pendant votre journée et savent du coup plus facilement à quel moment vous êtes disponible. En question de disponibilité d'ailleurs, vous n'êtes pas forcément disponible dans la seconde. Toutes les personnes d'ailleurs qui sont en télétravail ont en général à composer avec leur vie personnelle ou parfois les enfants, parfois d'autres choses. Pendant ces périodes de confinement, quand on est chez soi, on ne peut pas être uniquement concentré que sur son travail. Donc, les messageries internes, d'ailleurs, vous permettent de faire savoir à vos équipes si vous êtes disponible ou à l'inverse, si vous n'êtes pas dérangeable et auquel cas, vous pouvez l'indiquer avec ces messageries internes. Un autre conseil, c'est votre environnement de travail. A priori, si vous ne télétravailliez pas auparavant, vous n'avez pas été véritablement préparé à le faire, vous n'avez peut-être pas l'environnement de travail qui s'y prête. Donc, je pense que c'est peut-être la toute première chose à faire, de prendre soin de votre espace de travail, un espace qui doit être vraiment dédié à cela dans la maison, et peut-être pas au milieu du salon, là où tout le monde peut facilement passer, un endroit calme où vous vous préparez à des séances de travail concentrées. Et puis, bien sûr, prendre soin de vous, ça participe véritablement à avoir une bonne image de vous, une estime de vous-même importante qui est essentielle pour garder le moral dans ces périodes de confinement. Quatrième conseil, si vous ne vivez pas seul, alors il faut fixer des règles avec votre entourage. Bon, à la fois parce que votre famille a besoin de comprendre que vous êtes au travail, que vous avez besoin de concentration, ça c'est essentiel. Donc, vous pouvez choisir soit de vous isoler, soit de travailler avec un casque. Ça, c'est très facile à faire et ça permet véritablement de recréer autant que possible un environnement de travail qui est favorable à la concentration. Sur un plan plus classique, il vous faut des outils pour travailler. Bon, évidemment, il faut une connexion Internet. Quand on est à distance, sans Internet, ça reste très compliqué. La messagerie interne, je vous en parlais tout à l'heure, Slack à titre d'exemple, un agenda en ligne, un agenda de travail à partager avec vos équipes, et puis également un endroit pour partager les documents. Alors, Google Drive, c'est le plus connu, et à la fois, c'est sans doute également le plus efficace. C'est un outil stable, fiable, que je vous encourage à utiliser. En tout cas, pour ma part, ça nous a beaucoup facilité la vie, et pas seulement pendant le confinement, et puis naturellement, les réunions à distance. Alors, bon, on utilise beaucoup Zoom. Il y a plein d'autres outils qui fonctionnent également très bien. Teams de Microsoft fonctionne très bien, WhatsApp, GoToMeet, Skype, etc. Ensuite, je vous encourage très fortement à travailler en vous fixant vous-même un timing. C'est-à-dire que c'est à vous de prévoir des pauses, par exemple, dans votre journée de travail. Donc, si vous travaillez par session, ça permet d'avoir un rythme de travail qui est adapté à vos besoins personnels et de savoir focaliser votre attention, votre concentration sur des temps raisonnables. Si vous vous créez des routines dans votre journée, avec la pause café, avec un repas, avec les activités avec les enfants, eh bien, ça vous aidera à garder une structure dans votre journée, ce qui n'est pas si simple quand on est chez soi, en confinement, et qu'on n'a pas l'habitude de le faire habituellement. Septième conseil, donc un planning de travail. L'idéal à nos yeux, c'est de se faire une to-do list par journée, sans être trop ambitieux sur ce que l'on veut achever dans sa journée, mais néanmoins en se donnant un objectif. Et à la fin de la journée, c'est quand même le sentiment du travail bien fait que d'avoir réussi à cocher toutes les cases de sa to-do list si elle a été faite de manière raisonnable, ambitieuse certainement, mais véritablement raisonnable pour avoir le sentiment à la fin de la journée que l'on a réussi à cocher toutes les cases. Naturellement, des moments informels avec les collègues, ça reste de bonnes idées. Peut-être au moment de la pause café, si vous vous mettez d'accord avec vos collaborateurs sur le moment pour faire la pause, ou le moment peut-être même, pourquoi pas, pour déjeuner, si vous êtes tout seul à la maison, déjeuner ou partager le moment du déjeuner en ligne ou au téléphone avec des collaborateurs sur un temps de pause, qui n'est pas un temps de travail, ça peut être une idée intéressante. Et puis bien sûr, être à l'écoute de vos collaborateurs, c'est l'essentiel. Comme je vous le disais tout à l'heure,
Les rassurer, c'est sans doute leur premier besoin. Se sentir entendu, se sentir entendu et compris, c'est vraiment le premier des besoins qui n'est pas toujours exprimé, mais qui est très certainement réel de la part de vos collaborateurs. La période de confinement et le télétravail en particulier, c'est une période qui est pas évidente à gérer, donc il peut y avoir des imprévus. On peut ne pas avoir la disponibilité requise habituellement. Donc moi, je vous encourage fortement à accepter les fragilités qui peuvent se faire jour pendant une période de télétravail. Évitez absolument d'être dans l'hyper-contrôle. Vous êtes à distance, vous voulez peut-être être informé plus de ce que vos collaborateurs font dans leur journée. Prenez sur vous. Essayez de relativiser l'urgence des besoins que vous avez peut-être instinctivement en tête. Évitez l'hyper-contrôle, continuez ou même accorder davantage de confiance qu'en temps normal. Ce sera d'autant mieux reçu par vos équipes. Acceptez les imprévus, les allongements de délai et surtout donc mettez le curseur sur la nature de la mission plutôt que sur le calendrier pour le réaliser. Finalement, la solidarité, comme on le disait tout à l'heure, c'est certainement la valeur la plus centrale de notre période pour pouvoir conserver le collectif de travail, la cohésion, la confiance de votre équipe. 10e conseil, essayez de vous changer les idées régulièrement. Donc, par exemple, n'étalez pas vos journées de 7h du matin à 23h sans faire de pause par la simple raison que vous êtes chez vous et donc finalement dans votre nouveau lieu de travail. Il faut vous changer les idées. C'est une période qui est idéale pour faire peut-être ce que vous ne prenez jamais le temps de faire habituellement. Enfin, je vous encourage très fortement à faire du sport. Vous verrez que ça donne de l'énergie, ça détend. Et puis, on finit par y prendre goût. Moi-même, c'est en faisant du sport que j'ai pris goût à faire du sport. 12e élément, du coup, il faut aller à son rythme. Il ne faut pas se culpabiliser au sens où on n'est pas dans une situation de travail normale, donc il faut accepter ça. Il ne faut pas se faire des nœuds à l'estomac parce qu'on n'arrive pas à avancer forcément aussi vite que habituellement. Vos interlocuteurs à l'extérieur ne sont peut-être pas disponibles. Certains ne sont pas en télétravail, donc ne peuvent pas vous répondre simplement parce qu'ils ne travaillent pas. Donc, il faut accepter ça et accepter le fait que votre rythme de travail ne sera pas le même que le rythme habituel. Évidemment, il faut éviter de rester en pyjama toute la journée, vous mobiliser, prendre soin de vous, faire du sport, vous donner un timing dans le travail, c'est essentiel, à la fois pour vous-même, pour pouvoir distinguer la vie personnelle de la vie professionnelle, mais aussi pour vos collègues qui peut-être ont besoin aussi de vous voir. Donc, si vous avez des visioconférences avec eux, bien, je pense que vous serez plus à l'aise si vous avez effectivement pris le soin de ne pas rester en pyjama. 14e conseil, sachez vous déconnecter. Donc, c'est un peu connexe à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de se donner un rythme dans la journée qui convienne à ce confinement, à cette situation de télétravail, se fixer des limites horaires et surtout s'y tenir. Accordez-vous des pauses, déconnectez-vous des réseaux sociaux. Au-delà de la période que vous êtes fixé pour le travail, il faut vraiment sortir de la sphère de travail. Et ça, c'est à vous de trouver le bon rythme, mais surtout déconnectez-vous. Et essayez de retirer également les alarmes, les notifications qui vous rattachent tout le temps au travail, que ce soit des notifications professionnelles pour des emails ou pour des réseaux sociaux. Tant que possible, déconnectez-vous dès que la période de travail que vous aviez prévue est terminée. Avec les enfants, naturellement, il faut se fixer des règles. Alors, plutôt que de leur dire non, je ne suis pas disponible, il faut leur dire oui, j'ai prévu de jouer avec toi, oui, j'ai prévu de t'aider pour tes devoirs, oui, c'est à telle heure que l'on mangera. Et plus ces règles-là sont fixées à l'avance et ce sont des réponses positives que vous apportez à vos enfants plutôt que de leur dire non, je ne suis pas disponible, mieux ce sera vécu. Et puis, dernier conseil pour ce qui concerne le télétravail, pour les personnes qui sont parents ou d'autres qui sont en couple, essayez de vous répartir la charge à la maison, du coup, plutôt en début de journée ou en début de semaine, pour qu'il n'y ait pas de sujets à tension qui surgissent parce que ça n'aura pas été anticipé. La meilleure façon peut-être d'éviter les tensions sur les questions des tâches
domestiques, c'est de pouvoir les anticiper avec les personnes qui partagent votre foyer. Et bien sûr, prévoyez, on disait tout à l'heure, des moments de pause, et bien faites-les connaître à votre entourage, à votre famille, pour qu'ils sachent à quel moment vous êtes disponible. Ensuite, sur les questions donc, de management à distance. Donc là, c'est pour toutes les personnes. J'imagine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui avaient des équipes à encadrer et à encadrer à distance malgré ces périodes de confinement. Donc là, je vais vous proposer 7 conseils pratiques pour manager vos collaborateurs à distance. La première chose, c'est d'identifier les situations individuelles de chacun, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les situations sont très, très différentes d'une personne à l'autre, à la fois en termes d'activité, on a des salariés qui sont en chômage partiel, d'autres personnes qui sont en activité réduite, mais qui travaillent quand même, d'autres personnes qui sont au travail dans leur entreprise habituelle, et puis également des situations différentes en termes de lieu de travail, certains télétravaillent, d'autres sont pour son entreprise, et puis d'autres font le mix des deux. En tout cas, le ressenti de chacun sur sa situation personnelle va être très différent d'une personne à l'autre. Et donc, c'est à vous d'en tenir compte en tant que manager. Et dans cette période de turbulence, l'empathie du chef d'équipe, l'empathie du dirigeant sera essentielle. Notamment, si vous prenez des décisions pour faire face à cette crise, eh bien, vous avez besoin d'expliquer vos choix. Vous les expliquerez peut-être pas exactement de la même façon à telle partie de l'équipe qu'à telle autre en fonction de leur situation individuelle. Donc, c'est vraiment à vous d'en tenir compte et c'est sans doute la transparence de votre communication qui permettra de favoriser la reprise de l'activité le moment venu et qui conservera la crédibilité et la confiance que vous accordent vos équipes. Le deuxième point, c'est de revoir avec chacun de vos collaborateurs ses propres objectifs. Échanger avec chacun pour adapter, pour clarifier ses objectifs dans une période aussi inhabituelle, aussi radicalement différente des habitudes qu'est le Covid-19. C'est la meilleure façon d'éviter les incompréhensions et c'est finalement la proximité que vous arriverez à conserver ou peut-être même à renforcer pendant cette période de confinement qui sera votre meilleur atout pour traverser cette situation difficile. La proximité, c'est aussi s'intéresser donc non seulement à la situation de chacun, mais de pouvoir se mettre à sa place, revoir avec chacun ce qui est attendu de lui dans cette période, en sachant, comme on l'a dit tout à l'heure, que le rythme de travail, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes que quand on est en période déconfinée. Troisième point, donc mettre en place une communication qui sera spécifique et puis lui donner un rythme. On en parlait tout à l'heure, le message, s'il est clair, s'il est simple et surtout s'il est répété régulièrement, si vous vous imposez des rituels dans la communication avec votre équipe, eh bien vous permettez à chacun d'avoir des balises sur le chemin de ce management à distance, de cette période de crise, y compris pour les personnes qui sont donc en télétravail. Instaurer des rituels, c'est sans doute la meilleure façon de garder tout le monde dans le même bateau. On vit tous des situations relativement comparables, en tout cas on ne peut pas difficilement sortir de chez nous. Donc plus vous communiquerez, plus vous rassurez vos équipes, et notamment en fixant des habitudes de rencontres à distance, par exemple, avec des rituels, plus vos salariés, du coup, vous en seront reconnaissants et plus ils sortiront de l'angoisse qui peut être celle d'une période confinée. Et j'allais dire même avec les personnes qui ne travaillent pas. Donc, vous avez bien sûr des gens qui sont dans vos entreprises sur place, d'autres qui sont en télétravail, et puis il y a ceux qui ne travaillent pas. On a eu cet échange régulièrement avec l'équipe de la Saline. Comment est-ce qu'on gère ceux qui ne travaillent pas ? Ce n'est pas parce que vous n'échangez pas sur le travail avec ces personnes que ça ne vaut pas le coup de maintenir le lien avec ceux qui ne travaillent pas. C'est même assez essentiel puisque le jour où ils reprendront le travail, s'ils se sont sentis déconnectés, voire peut-être même pour certains, ils se seront sentis, même involontairement, exclus de cette communauté de travail, vous aurez beaucoup de mal à retisser des liens d'efficacité, de confiance après le confinement. Donc, je vous encourage vraiment à maintenir cette communication avec un rythme que les gens connaissent et ça fera toujours plaisir à tout le monde de se retrouver pour la conf call ou pour l'apéro visio que vous aurez annoncé collectivement avec chacun.
Quatrième élément sur cette question du management à distance, mettez-vous à la place de vos salariés. En général, on essaye de se mettre à la place de nos équipes pour mieux comprendre leurs difficultés au quotidien, quelles sont leurs inquiétudes. Ce n'est pas évident d'une personne à l'autre, mais si vous ne faites pas cet effort de vraiment chausser les lunettes de vos salariés, vous aurez peut-être beaucoup plus de mal à comprendre les situations particulières dans lesquelles ils sont. La meilleure façon, c'est sans doute de leur donner la parole à chaque occasion. À la suite d'une présentation que vous faites, vous avez des informations, par exemple, à partager avec vos équipes, ou une réunion en ligne à animer auprès de vos équipes, laissez toujours un temps de questions-réponses pour pouvoir obtenir de cet échange un sentiment clair, renforcé peut-être même, qu'ils ont été entendus, qu'ils ont été compris, on les a reconnus dans leurs inquiétudes, dans leurs questionnements, et c'est une façon de vous montrer aussi empathique dans cette situation, ce qui est un des premiers besoins de l'être humain, évidemment. La deuxième chose à ce sujet, c'est que tout le monde est dans le temps court en fait, en ce moment. L'attente est très longue, mais on est très avide d'avoir des informations sur quand est-ce qu'on pourra sortir de cette situation. Donc du coup, je vous encourage vraiment à ne pas vous projeter sur une durée trop lointaine. Une semaine, c'est un délai raisonnable, mais peut-être même à une échelle plus courte que la semaine, dès demain, après-demain, quand on passe des informations à son équipe, c'est à nos yeux assez essentiel de donner des deadlines qui sont que chacun puisse s'approprier facilement, voilà, que ça va faire sens. Si vous parlez dans 2 mois, dans 3 mois, c'est peut-être, si vous ne parlez que de deadlines qui sont assez lointaines, vous risquez d'avoir des décrochements parmi les personnes de vos équipes. Donc, je pense que c'est important à la fois de rester sur des durées très concrètes, accessibles à tous, demain, après-demain, la semaine prochaine, et à la fois de le combiner avec le plaisir que vous aurez sur plusieurs mois, parfois plusieurs années, à mener des projets, des actions en commun avec votre équipe. Et bien, enfin, si vous ne savez pas, on vous pose une question et vous ne savez pas, il faut le dire. Il ne faut pas rester il ne faut pas faire croire que vous savez, mais qu'on ne vous dit pas tout ou que vous ne partagez pas toutes les informations avec votre équipe. Je vous encourage véritablement à dire « je ne sais pas ». Je vous parle sincèrement, je suis concret, je suis transparent, mais sur cette question-là, je n'ai pas d'informations. Par contre, dès que j'en aurai, alors je les partagerai avec vous. Le 5e point, c'est la préparation de la reprise d'activité. Bon, c'est évidemment très important que les personnes qui sont concernées par la reprise de l'activité soient prévenues en amont et que ces personnes soient choisies en toute équité et en toute transparence. Le but, c'est d'éviter les incompréhensions au sein de votre équipe, d'où pourraient naître des ressentiments. À titre d'exemple, on prend l'exemple d'une entreprise où ce sont tous les cadres qui ont repris en premier pour préparer le redémarrage de l'activité, mais on s'aperçoit qu'une partie des cadres n'était pas indispensable, alors que certains techniciens ou employés auraient été vraiment utiles et qu'on ne les a pas autorisés à reprendre le travail. Donc là, évidemment, c'est mal compris, c'est mal reçu, et finalement, l'entreprise s'est trompée. Donc, elle a gâché une bonne occasion de faire œuvre de bon sens et de rassembler tout le monde, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, autour de l'objectif commun que représente la reprise de l'activité. Donc, c'est une reprise d'activité qui sera inévitablement progressive, donc charge à vous de bien définir et d'être transparent là-dessus, qui aura la charge de préparer cette réouverture ou cette reprise d'activité. 6e élément, donc avant-dernier élément au sujet du management à distance, anticiper les revendications à naître. Alors, bien souvent, on a des périodes de chômage partiel qui impliquent une réduction de la rémunération. Bon, à la fois pour la rémunération dite de base, c'est 84% du salaire horaire net qui est perçu par les salariés. Mais si habituellement la rémunération est aussi adossée à des rémunérations variables, à des primes ou à des heures supplémentaires, eh bien, tout ça, c'est de l'argent qui n'est pas perçu par les salariés en période de chômage. Donc, ça peut faire des vraies différences quand même pour les salariés pendant ces périodes de confinement. Donc, en compensation, il ne serait pas étonnant de voir surgir des revendications salariales. Donc, même si vous n'aurez pas à les régler tout de suite, à apporter des réponses claires, il faut le prendre en compte au moment où vous communiquez
pendant ces périodes de crise au sujet de la situation financière de l'entreprise. Donc, à vous de bien anticiper les questions ou les revendications qui pourront venir après, et notamment sur la dimension des rémunérations. Alors, une autre revendication que je n'ai pas fait apparaître sur mon PowerPoint, mais qui est sans doute centrale, et on en échangeait avec Laurence en début de semaine, c'est les demandes de télétravail. Des études, des estimations sortent en ce moment et nous indiquent que 60% des personnes qui se retrouvent en télétravail forcé, en fait, sont finalement preneuses de télétravailler ou de maintenir une partie de leur activité en télétravail une fois qu'on sera déconfiné. Donc ça, c'est bien à prendre en compte puisque même si les accords d'entreprise se généralisent sur le télétravail, on reste quand même en général peu habitué, c'est assez peu généralisé. Donc je pense qu'après cette crise de Covid-19, il y aura un avant et un après, et on ne pourra très certainement pas passer à côté de cette question de dialogue social en fait, au sein de l'entreprise, de mettre en place du télétravail beaucoup plus régulièrement que ce qui ne prévalait jusqu'ici. Par ailleurs, il faut vous appuyer sur les délégués du personnel, donc les élus en fait, du comité social et économique, qui font véritablement partie de la vie d'entreprise, avec qui ce sont des partenaires du dialogue social. Il faut vous appuyer sur eux, puisqu'il est tout à fait possible qu'eux-mêmes reçoivent des retours ou parfois même des insatisfactions de vos équipes, mais qui ne remonteraient pas forcément jusqu'à vous. Donc, vous avez vraiment en face de vous des interlocuteurs avec qui vous pouvez construire. Voilà. Prenez-les vraiment comme des partenaires, appuyez-vous sur eux pour faire vivre le dialogue social au sein de l'entreprise. Alors, peut-être en corrélation avec cette question des revendications à mettre, pensez à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, donc la fameuse prime dite Macron, qui a été lancée il y a 18 mois par le président de la République. Donc, son petit nom, c'est la prime PEPA, donc prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc, vous avez peut-être en tête, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà aperçu ou l'ont mise en place dans vos entreprises. Donc, c'est une prime dite exceptionnelle, mais qui maintenant a été pérennisée dans le Code du travail pour peu qu'il existe un accord d'intéressement au sein de l'entreprise. Donc, c'est une prime qui est collective et qui est versée par l'employeur. C'est une prime qui concerne toutes les rémunérations inférieures à 3,5 SMIC et qui a l'avantage d'être exonérée en totalité des cotisations sociales, donc à la fois salariales et patronales, et qui est également exonérée d'impôt sur le revenu. Donc c'est une somme nette versée par l'entreprise aux salariés soumise à aucune cotisation. Donc elle est plafonnée, donc c'était 1 000 euros jusqu'ici. Dans le cadre du Covid-19, elle est plafonnée à 2 000 euros maximum si un accord d'intéressement a été signé au sein de l'entreprise et elle peut être versée jusqu'au 31 août de cette année. Alors, vous pouvez vous rapprocher de vos équipes RH pour connaître les modalités de fonctionnement concrètes. Et en général, donc, les entreprises modulent ces primes-là. Donc, par exemple, au prorata du nombre d'heures effectives de travail sur l'année passée. Donc, en tout cas, nous, c'est ce que l'on a fait à la Saline Royale. On l'a mis en place avec le même montant pour tout le monde, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quelle que soit la rémunération des personnes, et on a fait varier cette prime qu'en fonction du nombre d'heures véritablement travaillées l'année précédente. Enfin, je termine sur le chômage partiel. C'est une question purement technique, donc je vais y passer très rapidement. Vous aurez peut-être des questions. Je vois qu'il est déjà 11h47, donc je vais passer très vite. Le chômage partiel, donc c'est un dispositif qui a été actualisé par le gouvernement. L'idée, c'est de maintenir efficacement les emplois, donc en fait d'éviter les licenciements. Le principe à retenir, c'est puisque je n'ai pas de recettes en ce moment pour la majorité des entreprises, alors j'essaie d'avoir le moins de dépenses possible. Donc l'idée du chômage partiel, c'est de verser une allocation. L'entreprise verse à ses salariés en chômage partiel une allocation qui représente 84% de son salaire horaire net et cette somme lui est remboursée par l'État. Donc finalement, c'est un effort qui repose à la fois sur l'entreprise, sur les salariés, puisqu'ils ne perçoivent pas 100% de leur rémunération, et également du coup sur l'URSSAF et sur l'État. C'est limité à 4,5 SMIC par personne sur un seul mois de travail. Et bien sûr, en chômage partiel, quand on est en chômage partiel, d'abord, on reste chez soi et on ne travaille pas. Ça, c'est essentiel puisque l'inspection du travail fait des contrôles, évidemment,
pour s'assurer que les personnes qui ont été mises en chômage partiel ne travaillent pas. On peut faire appel au chômage partiel pour plusieurs motifs. En tout cas, il faut d'abord faire la demande auprès de la directe, donc du ministère du Travail, installé dans toutes les régions. Les motifs qui peuvent être évoqués, c'est soit la fermeture administrative de l'établissement, soit des difficultés d'approvisionnement en matières premières, soit des baisses significatives de chiffre d'affaires. Et là, il faut vraiment montrer des chiffres, il faut le démontrer, le prouver à la directe et à l'inspection du travail. Soit l'absence massive de salariés qui auraient été contaminés et qui sont en quarantaine. Ce n'est pas juste des salariés qui ont choisi de ne pas venir au travail parce qu'ils avaient peur de la pandémie. C'est vraiment ceux qui sont contaminés ou qui sont mis en quarantaine. Ou alors, dernière raison, la suspension administrative des transports publics qui empêchent les salariés de venir au travail. Je vous donne une liste, 3 exemples de motifs qui ont été reconnus comme non éligibles au chômage partiel. Par exemple, une entreprise qui décide de fermer pour protéger la santé de ses salariés. Ça, ce n'est pas un motif éligible. Ou par exemple, des conditions de télétravail qui sont ralenties parce que tous les réseaux sont saturés. Ce n'est pas un motif de chômage partiel. Ou des salariés qui refuseraient de travailler parce que les conditions sanitaires ne seraient pas réunies. Idem, ça n'est pas un motif reconnu par la loi pour être éligible au chômage partiel. Donc, vous verrez dans ce PowerPoint, j'ai glissé 2 schémas qui vous permettent de savoir dans quel cadre on peut utiliser le chômage partiel. Donc, quand on subit une fermeture administrative, c'est le cas de ce schéma, ou à l'inverse, quand on n'est pas en fermeture administrative, mais qu'on a des réductions d'activité. Donc, je ne vous détaille pas les schémas, parce qu'ils sont, ils sont assez lisibles, et puis surtout, le temps tourne, donc je préfère qu'on laisse le temps pour les questions. La demande d'autorisation se fait auprès de la directe, donc il y a le site web est indiqué sur ce PowerPoint. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a obtenu l'autorisation, il y a 2 jours de délai, il faut ensuite faire une demande de versement des allocations chaque mois. Voilà, donc une chose à savoir quand même, c'est que les salariés qui sont en chômage partiel continuent à bénéficier des congés payés et des intéressements en participation qui seraient en vigueur dans leur entreprise. Par contre, ils ne continuent pas à bénéficier des RTT, des titres restaurants, et la mutuelle complémentaire santé ou prévoyance, ça dépend des organismes assureurs. Alors enfin, peut-être les salariés qui sont en forfait jour et les dirigeants d'entreprise sont éligibles au chômage partiel depuis quelques semaines, suite aux ordonnances du ministère. Voilà, Nicolas, on a juste une petite question. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la slide précédente, la diapo précédente? Voilà. Celle-ci, j'imagine. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Quelqu'un voulait revoir cette slide? Bon, de toute façon, vous retrouverez toute la présentation. Hein, tout est enregistré et sera disponible par la suite en détail. Voilà. C'est vrai que pour des professionnels qui ne seraient pas purement ressources humaines, ça peut paraître compliqué. Mais finalement, ces 2 schémas-là que j'ai trouvés ces derniers temps, je trouve, précisent bien tous les cas de figure et nous permettent de nous y retrouver assez facilement. Par ailleurs, s'il y avait parmi les participants à ce webinaire des personnes qui souhaiteraient rentrer dans le détail de leur situation professionnels dans leur association, dans leur fondation, dans leur entreprise. Vous pouvez également trouver mes coordonnées auprès de Laurence et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci Nicolas. Moi, j'ai été pour ma part au bout de ma présentation. J'ai débordé un peu sur le temps, mais voilà, je suis disponible en tout cas pour qu'on puisse. On se doutait que, vu le contenu, ça allait certainement durer un peu plus longtemps que prévu. Merci Nicolas. Donc, je pense que tout le monde a trouvé ça très complet, même s'il y a toujours des questions, bien sûr, sur des situations particulières. On a une question de Joël Echevarria, qui est à Toulouse. Donc, qui disait que globalement, c'est ce qu'il a mis en place de son côté. Donc, Joël gère une équipe de 40 personnes, il travaille dans une école de l'enseignement supérieur. Mais donc, il faisait remarquer qu'effectivement, ce qui est compliqué finalement, c'est de veiller à gérer ça dans la durée, puisque là, ça fait quand même un bon moment maintenant que nous sommes confinés. Et donc, lui, il a constaté sur son équipe qu'il y a eu une première phase un peu d'excitation finalement, où les salariés ont découvert des nouveaux outils, une nouvelle façon de travailler. Ensuite, il y a eu la deuxième phase plus de
consolidation, de stabilisation. Et là, il trouve qu'il y a une troisième phase qui est en train de s'installer avec le temps qui passe. Les perspectives de reprise étant floues, il constate une forme de déprime rampante. Et là, il faut relancer la machine en réenchantant le confinement par des challenges, par exemple, ou autres. Est-ce que vous avez constaté ça de votre côté, Nicolas, vous qui gérez aussi une équipe de, je crois, une soixantaine de personnes? Oui, voilà, on est 65 équivalents temps plein à la Saline Royale et on a une diversité de métiers très, très importante. Il y a au moins 25 métiers différents à la Saline. Donc, effectivement, on est confronté aussi à cela. Alors, parfois, ça n'est pas que avec le travail que l'on peut réenchanter le confinement. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure des pistes d'action qui vous permettent de recréer du lien, de remobiliser vos équipes sur d'autres choses que purement le travail du quotidien. Vous allez peut-être surprendre vos collaborateurs si vous proposez des temps de convivialité que même en période de non confinée, vous n'avez jamais pris le temps de prendre ou que vous n'avez pas osé proposer. Typiquement, la première fois qu'on a proposé un apéro visio aux collaborateurs à la Saline Royale, c'était quand même une surprise pour tout le monde. Ce n'était pas tout à fait l'habitude. Mais en fait, c'était très sympa. J'ai eu un témoignage d'un DRH dans une autre entreprise qui a mis en place un ciné-club donc, avec ses collaborateurs. Il n'avait jamais partagé un moment hors travail de cette qualité-là, où finalement les hiérarchies, on va dire, dans le cadre habituel du travail tombent, où ce sont les goûts, les ressentis, les impressions, les sentiments des uns et des autres qui s'expriment. Et finalement, on recrée une sphère sociale avec des gens avec qui on a habituellement des relations professionnelles. Ben, on recrée un cadre plus directement convivial, humain, et pourquoi pas dans la sphère du personnel. Et ben, c'est peut-être une des actions qui permet de remobiliser, voilà, de redonner de l'envie, de sortir de la torpeur du confinement. Et pour ma part, j'ai trouvé que c'était de proposer donc des choses qui ne sont pas directement connectées au travail, et bien la meilleure façon de garder le lien avec les gens du travail. Et la deuxième chose, c'est sans doute aussi de se projeter sur des projets de beaucoup plus long terme, partager la stratégie de l'entreprise. Ce n'est pas toujours évident de trouver des moments qualitatifs pour emmener les personnes de son équipe sur de la stratégie de long terme, de prendre de la hauteur sur l'activité de l'association de l'entreprise. C'est une très bonne occasion, ce confinement, de prendre ce temps très qualitatif, de faire partager vraiment l'avenir avec les personnes de son équipe. Alors, oui, donc oui, quelqu'un demandait combien il y avait de salariés à la Saline Royale, ça vous y avez répondu. Alors, une autre question, pensez-vous qu'une organisation détériorée pendant le confinement puisse fragiliser une structure en période post-reprise? Et si oui, sera-t-il irrémédiable? Alors, irrémédiable, non. Je pense que quand on travaille dans le domaine des ressources humaines, il n'y a jamais rien d'irrémédiable. Par contre, c'est vrai qu'une situation qui se serait dégradée parce que l'équipe dirigeante n'a pas pris les bonnes précautions pour rassurer son équipe, pour maintenir une communication directe et sincère et transparente, ou qui a pris des décisions qui aura braqué des salariés, qui aura généré un sentiment d'exclusion entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Là, oui, effectivement, ça peut conduire à une situation de travail, un collectif de travail dégradé. Donc, c'est clairement pas la meilleure façon de préparer la reprise. Et je dirais, comme cet après-midi, finalement, on aura davantage d'indications sur les règles de déconfinement préparées par le gouvernement. Eh bien, il n'est pas du tout trop tard pour revoir avec son équipe, remettre en place des règles du jeu, des actions de mobilisation des uns et des autres, des actions de reconnaissance des difficultés, de reconnaissance des efforts réalisés par les collaborateurs pour recréer petit à petit, mais ça prend forcément du temps, un contexte de travail, un climat social avec son équipe qui permet de mieux préparer l'avenir, de mieux préparer la reprise d'activité. Donc, ce n'est pas perdu pour toujours, mais par contre, il faut prendre conscience clairement que si on a laissé la situation se dégrader, en général, si on ne fait rien, ça se dégrade, eh bien, il faut
il faut rebondir, quoi. Même si ce n'est pas perdu, je veux dire qu'on a plusieurs semaines devant nous avant un véritable déconfinement. Eh ben, profitons-en, mettons le paquet également pour accorder du temps qualitatif, de l'écoute à ses salariés, des perspectives pour l'avenir et des moments de convivialité qui recréent du lien humain au-delà de la tâche professionnelle classique. Alors, on a une autre question. En tant que chef de service, donc je ne sais pas qui pose la question, mais en tant que chef de service, je trouve que mon rôle est compliqué entre mon équipe qui estime que ma direction ne communique pas assez et moi qui essaie de relayer leurs demandes. Donc, elle est un peu prise entre les deux. Oui, c'est vrai. Alors, les cadres intermédiaires qui ne font pas partie du groupe resserré de direction générale, mais qui ont néanmoins des équipes à encadrer, peuvent se retrouver, avoir le sentiment en tout cas d'être entre le marteau et l'enclume. Alors, moi, le conseil que je pourrais donner à ces cadres intermédiaires, ces chefs d'équipe, c'est d'aller chercher vraiment l'information auprès de leur direction générale ou de la direction des ressources humaines, si ça existe dans leur organisation, pour sensibiliser le dirigeant ou la dirigeante sur le fait que le fossé est en train de se creuser sans même que le dirigeant en ait conscience. Et je pense que ce sera très bien reçu par le dirigeant finalement, puisque c'est l'intérêt de tous de pouvoir prendre conscience que la situation se dégrade et qu'il faut donc réagir. Mon meilleur conseil, c'est d'aller de manière transparente et bienveillante, pour être bien entendu, bienveillante auprès de son dirigeant ou dirigeante, pour expliquer que même si c'est parfaitement volontaire, et en fait la situation sociale avec les collaborateurs se dégrade à cause d'une insuffisance de communication ou insuffisance dans la transparence des décisions qui sont prises ou insuffisance sur les conséquences que cette crise a sur l'économie de l'entreprise ou de l'association, sur les perspectives d'emploi à moyen terme. Cette crise génère des inquiétudes. Donc, ne pas communiquer ou insuffisamment ou sans suffisamment de transparence, c'est générer des risques psychosociaux en soi. Et parfois, les dirigeants ont besoin d'être informés, mobilisés, sensibilisés à cette question-là par les chefs d'équipe. Donc, moi, mon meilleur conseil, c'est peut-être concertez-vous entre chefs d'équipe et envoyer un signal bienveillant, mais peut-être collectif auprès des dirigeants de votre organisation pour leur faire comprendre qu'en fait, le fossé se creuse s'ils ne font rien, même si c'est involontaire. On a une autre question d'Agnès. Comment préparer la gestion des différences de conditions de travail entre les salariés en télétravail et les salariés qui sont sur le terrain, donc plus exposés, et les autres salariés qui sont absents? On ressent parfois des tensions qui risquent d'être difficiles après le confinement. Oui, c'est vrai. Alors là, pour le coup, la situation des uns et des autres, c'est une donnée de départ. Ceux qui travaillent sur place, ceux qui télétravaillent, ceux qui ne travaillent pas. Donc, vous ne pouvez pas changer leur situation, donc il faut composer avec. Donc, la première chose, c'est d'essayer de faire en sorte que les uns et les autres acceptent cette situation de départ. Normalement, si certains télétravaillent, d'autres ne travaillent pas du tout et certains sont dans l'entreprise pour travailler, il doit y avoir une bonne raison. Une bonne raison qui est liée à la survie même de l'entreprise pendant cette période de confinement. Donc, la première chose, c'est que je pense qu'il faut obtenir l'acceptation de cette condition de départ. Mais bien sûr, il ne faut pas s'en satisfaire. Il ne suffit pas de dire accepte ta condition pour que les gens l'acceptent. Ensuite, ça doit être accompagné et peut-être que c'est d'autant plus facile si on valorise ceux qui télétravaillent, si on valorise ceux qui travaillent, si on partage des informations sur le travail qui est fait pour l'intérêt de l'entreprise par ceux qui sont autorisés à télétravailler et si on la partage plus largement avec l'ensemble des collaborateurs, mais aussi, pourquoi pas, si on la rend publique. Donc, je pense que la place que joue la communication interne à cet endroit-là est totalement stratégique. Souvent, la communication interne est perçue par les dirigeants comme en deuxième rang. Ce n'est pas la priorité. Il faut d'abord assurer notre mission première. Alors, ça dépend de la nature de l'activité des uns et des autres. Et la communication interne, ça arrive souvent en deuxième ou en troisième rang. Pendant une période de confinement, ça ne peut pas être ailleurs qu'au premier rang, à mes yeux. Parce que le collectif humain a besoin de se sentir appartenir
a besoin de sentir que la cohésion en fait, fait exister l'entreprise en elle-même. Alors souvent, les membres de l'AFF sont des organisations générales de l'économie sociale et solidaire. L'objet social même pour lequel on s'investit dans le travail est une raison de se lever le matin, bien souvent. Alors, si le lien et la fidélité qu'on peut avoir avec son entreprise ou son association n'est pas, et la loyauté que l'on peut avoir n'est pas alimentée, n'est pas encouragée, n'est pas reconnue, n'est pas soulignée, même rendue publique par les dirigeants, peut-être qu'on perd ce qui nous accroche habituellement au collectif de travail. Donc, je dirais qu'au-delà des situations réelles individuelles, il y a une vraie responsabilité des équipes dirigeantes et parfois des équipes RH quand elles existent pour construire le lien à travers la reconnaissance des difficultés des uns, la reconnaissance des efforts des autres qui sont au travail, etc. Et ça, c'est je crois, la meilleure façon de reconstruire des collectifs, même si c'est clairement un défi pour tout le monde et pas de recette magique véritablement aujourd'hui. La communication, déjà, c'est important. Ah oui, clairement. Créer des temps de convivialité. Souvent, à la Céline Royale, on mène beaucoup de projets de coopération européenne. Donc, très souvent, on a des partenaires qui sont à l'étranger, donc qui n'ont pas du tout les mêmes habitudes de travail que nous, pas les mêmes moyens pour travailler bien souvent. Et du coup, on se dit très souvent, de toute façon, pour l'essentiel, on travaille à distance, un peu comme aujourd'hui, mais sans y être contraint. Et on ne crée du collectif que si les moments de convivialité sont à peu près en volume l'équivalent ou la moitié au minimum des temps de travail effectif avec nos partenaires. Parce qu'il faut créer de l'envie de bosser ensemble, il faut créer de l'envie d'être en lien avec l'autre, et ça ne se fait pas tout seul. Donc ça appartient, je pense, vraiment aux équipes RH et aux dirigeants de faire naître ces envies en mettant les actions en place. Voilà, typiquement, les apéros visio, c'est une idée très répandue maintenant. Hein. C'est devenu vraiment très, très généralisé. Mais créer de l'envie, c'est numéro 1, surtout dans cette période-là. Merci. Peut-être une petite dernière question. C'est un peu plus technique. Ça, c'est pour les personnes qui sont en chômage partiel, mais pas complètement, quelques jours. Oui. Peut-être à mi-temps, on peut être aussi à mi-temps en chômage partiel et le reste du temps télétravailler, hein, c'est possible aussi. Donc vous aviez évoqué le fait que dans ces conditions-là, on ne cumule pas de RTT et on n'a pas droit au ticket restaurant. Qu'en est-il de la mutuelle de santé? Alors, la complémentaire santé, ça dépend de chaque organisme. À titre d'exemple, chez nous, par exemple, on a un accord avec notre mutuelle pour maintenir le bénéfice de la mutuelle santé pour tout le monde, pour tous les salariés. Ça demande simplement d'être vérifié par écrit avec la mutuelle. Et normalement, si les cotisations continuent à être versées, il y a une obligation, bien sûr, de la mutuelle d'assurer les prestations de complémentaire santé en face. Une partie des organismes, néanmoins, ont choisi de suspendre leurs activités. Donc, ça demande à ce que votre employeur contacte la complémentaire santé avec qui vous avez un contrat pour vérifier le maintien des prestations. C'est pour ça que dans mon PowerPoint, j'ai indiqué qu'il fallait le vérifier, c'est au cas par cas. Mais bon, c'était surtout un point d'interrogation en début de confinement. Maintenant, vu l'ampleur de la crise sociale qui accompagne la crise sanitaire, les mutuelles quand même s'alignent en général sur un maintien des prestations. Et donc, à n'en pas douter, ça demande un maintien des cotisations, à la fois de la part des salariés, à la fois des employeurs. Donc, s'il y a encore un doute dans vos entreprises là-dessus, demandez à votre dirigeant ou à votre service RH une confirmation écrite de la part de la mutuelle que l'ensemble des prestations sera bien assuré. Même si il faut quand même reconnaître que les délais de traitement des dossiers individuels de complémentaire santé vont être plus longs qu'en période habituelle. Et Clara, oui, effectivement, on en parlait. On peut être en chômage partiel, mais continuer à travailler si on n'est pas en chômage. Si on est en chômage partiel à 50% ou à 60%, évidemment, on peut continuer à télétravailler le reste du temps. Ça, oui, dans la même semaine, c'est votre employeur en fait qui prend la décision.
souvent en concertation avec les chefs d'équipe, le plus souvent également avec les salariés, mais qui met le curseur à un certain endroit, 10%, 50%, 80% de réduction d'activité qui implique que dans une même semaine, on peut avoir des jours en chômage partiel, des jours, pourquoi pas, de congé, et puis des jours de télétravail ou de travail sur place dans l'entreprise. En fait, ce qui est important, c'est que à la fin, sur vos bulletins de paye, ce soit clairement mentionné le nombre d'heures ou de jours de chômage partiel pour que l'entreprise puisse recevoir le remboursement des indemnités que vous avez perçues au titre du chômage partiel par les services de l'État, par l'ASP.